économique, hybride, et en tout cas, faire des tests grandeur nature, profiter des Jeux olympiques de la jeunesse pour faire des tests grandeur nature. Et nous sommes là, on a des technologies pour vous accompagner, pour faire ces tests-là. En tout cas, voilà ce que j'avais. Et il y a des phases d'implémentation sur les 12 mois pour être beaucoup plus précis. Et donc, si vous permettez une minute juste pour faire une petite démonstration. Je ne sais pas si on peut aller sur app.unchk+.sn pour voir. Parce que les gens ont parlé, il fallait... APP veut dire approche par preuve. On fait tout d'abord, on vous montre, est-ce que ça vous plaît? Et si ça vous plaît, on y va ensemble. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle APP. Je ne sais pas si... juste une minute pour faire une petite démonstration de la télévision numérique interactive. En tout cas, j'étais au laboratoire du professeur Ouya, je peux vous garantir que ça marche parfaitement. Donc, le professeur pouvait intervenir, faire son cours à partir du studio, et chaque étudiant peut poser sa question à partir de la télévision. Donc, c'était vraiment quelque chose de parfait. Et en attendant que les techniciens nous fassent la démonstration, je sais qu'il y a des membres de l'équipe du laboratoire du professeur Ouya qui sont là. Est-ce qu'ils peuvent se lever? On va les applaudir quand même pour les encourager. Les membres du laboratoire, voilà, on a quelques-uns qui sont là. Voilà, c'est déjà bien, mais il y a certains qui n'ont pas été courageux, parce que certains étaient venus le voir, donc pour pouvoir dire, monsieur, on est venu vous soutenir. Donc, il y a des choses qui se font sous les cocotiers. Sous les cocotiers, des choses se font également. Voilà, j'ai mis le nom J'ai mis le nom de la diffusion réseau. Réseau. Est-ce que l'autre la peut montrer? Peut montrer. Qui ça? Ndiaga, est-ce que vous pouvez aider celui qui a régi pour montrer? Alors, donc, je ne sais pas aussi, est-ce que, Marc, tu as une présentation que tu dois présenter actuellement? Tu as prévu quelque chose à la technique? C'était déjà prévu? Oui, bon. Donc, on peut, en attendant, voilà, que vous puissiez ajuster votre solution, est-ce qu'on peut nous projeter la présentation de Marc et après peut-être celle de David aussi? S'il vous plaît. Bon, oui, en attendant de préparer que les présentations soient prêtes, on va peut-être aller à une deuxième question qui peut-être serait beaucoup plus orientée vers la salle que aussi vers, selon vous, au regard de tout ça, j'ai parmi vous de grands professionnels qui ont suivi ces échanges. Quelle serait la riposte? Quelle serait la riposte aujourd'hui des opérateurs du domaine? Quelle serait la riposte avec cette émergence de nouvelles technologies? Donc, vous pouvez faire des contributions et vous pouvez aussi répondre à ma question. Sinon, posez aussi des questions. Donc, on a trois choses. Oui? Merci beaucoup, professeur. Je voudrais remercier le directeur général de TDA. On sent qu'il a une certaine culture, permettez-moi de m'asseoir là, une certaine culture de la question de la mobilité, de la télévision mobile. Hein. Donc on a eu à rappeler toute la trajectoire parcourue par les initiatives DVPH, mais avec tout le corollaire de difficultés liées à l'énergie, les questions de handover, même si aujourd'hui les mêmes questions se posent au niveau de la 5G broadcast, mais quand même on sait qu'il y a une certaine culture derrière cela. Maintenant, la question est plus stratégique que technique. Hein. Le télédiffuseur ou les télédiffuseurs que nous sommes aujourd'hui, quel devrait être notre
position ou attitude par rapport à l'avènement de ces technologies-là. Parce que nous tous, nous devrions faire quand même attention. Le réseau qui va transporter le service 5G Broadcast, il appartient aux telcos. C'est nos amis. Mais nous avons un avantage concurrentiel qui est quoi? C'est-à-dire les flux qui sont générés depuis nos têtes de réseau, les flux de Badara, les TS, sorties multiplexeurs, ils sont avec nous. Donc, c'est nous qui pouvons aller peut-être faire la proposition aux opérateurs telco en leur disant, écoutez, vous avez l'infrastructure, vous avez les notes billes, le réseau, etc. Et nous avons les contenus. Alors, est-ce qu'il faut leur faire la cour, nous-mêmes en allant proposer ces services, enfin, le contenu dans une perspective de joint venture win-win? Ou bien est-ce qu'eux, on les laisserait, parce que eux, pour ne pas les nommer, par exemple Orange, IAS, etc., ils ont leur contenu aujourd'hui audiovisuel. Maintenant, est-ce qu'il faut être attentiste? Est-ce qu'on devrait aller vers eux? Ça, c'est la première option en tant que télédiffuseur. Ou bien est-ce qu'il faudrait les laisser, eux, les telcos, prendre les initiatives avec leur contenu vidéo, etc., diffuser sur leur propre réseau, ça ne leur coûte pas? Ou bien, troisième option, est-ce qu'il faudrait les laisser avec les éditeurs de contenu de manière individuelle qui vont aller négocier, eux, directement avec l'opérateur mobile pour justement une collaboration win-win, etc. Quelle va être, nous, stratégiquement, notre position par rapport à l'arrivée de la 5G Broadcast. Sachant que ce n'est pas encore tout à fait abouti, hein, il y a toujours des problèmes de handover. C'est une sorte de télévision cellulaire, même si aujourd'hui le BU a eu quand même assez avancé sur la question Deutsche Telekom avec Rohde & Schwarz, etc., qui sont les précurseurs de cela. Mais nous, de notre point de vue du télédiffuseur, quelle devrait être notre posture? Et la question également se pose à monsieur le professeur Houya. Merci. Merci. On a déjà dans le public des mains qui sont levées. Et avant que Prof Houya ne donne son point de vue, je pense qu'on peut donner la parole. On commence par là-bas, s'il te plaît. Voilà, oui. Et heureusement, sinon j'allais faire comme dans l'armée, je vais choisir des volontaires. Merci beaucoup, professeur. Moi, je voudrais juste, dans la relance, dans la même dynamique que Papsipé, qui a déjà posé le problème, je dis qu'effectivement, pour des questions de survie, je l'ai dit hier, on avait des fréquences, on était en analogique, on passe au numérique, on récupère des dividendes, on ne voit aucun franc. On nous laisse avec des infrastructures très vétustes. Et si on ne fait pas attention, effectivement... On ne vous entend pas bien. Excusez-moi. Non, je disais qu'hier, aujourd'hui, on a des questions de survie. Tout le monde est d'accord qu'on va aller vers des réseaux hybrides. Les modes de consommation changent. La mobilité est là. TDS et tous les opérateurs sont obligés de travailler dans une dynamique pour intégrer toutes ces solutions pour permettre justement des usages multiformes. Mais il est évident que le cas de l'Algérie est intéressant parce que là-bas, si j'ai bien compris, tous les fournisseurs de services, les opérateurs telco, les gens qui ont des plateformes, vous n'avez pas le droit d'exploiter des contenus des éditeurs sans passer par le télédiffuseur. Il faut que chacun gagne. Y compris même les téléviseurs n'ont pas la propriété sur les contenus. Ces télédiffuseurs-là travaillent avec des éditeurs. Ces éditeurs-là aussi en bénéficient. Ces éditeurs-là derrière travaillent avec des producteurs de contenus locaux. Ces producteurs de contenus derrière travaillent avec des auteurs. Et il faut que sur la chaîne de valeur, que tout le monde capte de la valeur. Et il faut trouver maintenant des solutions réglementaires, comme le cas de l'Algérie, pour obliger tous les distributeurs, qu'elles soient terrestres, fibres optiques, satellites, de s'adresser justement aux télédiffuseurs qui devra être mis à jour, bien entendu, technologiquement, pour pouvoir exploiter les contenus et répartir la ressource sur tous les acteurs. Donc, sans quoi, effectivement, on risque d'être laissé en rade parce que l'usager va avoir sa 5G broadcast, va avoir sa mobilité. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec le satellite, l'IP. Moi, là où j'habite, quand je suis arrivé, je n'ai même pas vu d'antenne TNT. Donc les gens utilisent le satellite, l'IP, et ça c'est grave. Si ça continue comme ça, la TNT va peut-être avoir des difficultés.
il nous faut non seulement mettre à niveau technologique nos télédiffuseurs, travailler sur la qualité du contenu et obliger du point de vue réglementaire, que ce soit la reprise de signal, que ce soit pour pouvoir intégrer tous les OTT, les VOD, que le télédiffuseur soit au centre. Malheureusement, hier, je n'ai pas pu faire toute ma présentation, mais effectivement, on montre que le télédiffuseur est aujourd'hui le noyau même de l'écosystème audiovisuel numérique. Merci beaucoup. Alors, je retiens qu'il faut réorganiser l'écosystème, l'environnement. C'est bien votre pensée? Merci. Deuxième intervention. Bonjour à tous, moi c'est Ghislain Mengue, je suis promoteur de la plateforme Ostream. C'est une plateforme de streaming qui se veut être le Netflix sénégalais et pourquoi pas africain. Donc, depuis hier, on a plus mis l'accent sur tout ce qui est infrastructure technique. Depuis que je suis arrivé hier, je vois tous les débats, ça concerne les infrastructures techniques, législation, etc. Mais on a oublié un aspect qui est très majeur, c'est le contenu. Et je pense aussi, le monsieur a mis l'accent là-dessus, qu'il faut mettre un accent sur le contenu. Parce que nous, au départ, quand nous avions commencé, pour ma petite expérience, nous avions aussi fait aussi la même chose. Lorsque nous avions commencé à développer notre plateforme, nous avions plus mis l'accent sur l'aspect technique parce qu'on se disait, voilà, il faut que la plateforme soit, qu'il n'y ait pas de bugs, etc. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes revenus à l'idée qui est essentielle, qui est le contenu. Sans contenu, on ne peut pas véritablement se développer. Puisqu'on télédiffuse quoi? C'est du contenu que la population a besoin. Si maintenant, je m'attendais à ce qu'aujourd'hui, qu'on puisse voir peut-être aussi des producteurs qui sont là parce que c'est de leur contenu dont il sera question. Or, si aujourd'hui, on met seulement l'accent sur la technique, les infrastructures, la législation et qu'on oublie cela, aujourd'hui, il y a beaucoup de producteurs au Sénégal. Par rapport, on peut dire qu'au Sénégal, à l'heure actuelle, le Sénégal vient même être peut-être le deuxième, on a connu Hollywood au jour d'aujourd'hui, parce que la qualité du contenu, la qualité il y a beaucoup de personnes qui demandent. Mais si il n'y a pas, les producteurs n'ont pas la possibilité de produire la qualité, on aura beau avoir tous ces beaux infrastructures, mais je peux vous rassurer, la population ne sera pas là. Et les gens vont investir, on va pouvoir investir dans les infrastructures, mais si on n'a pas investi véritablement au niveau du contenu, je peux vous rassurer que les gens, on aura la technologie, mais ça ne va pas tourner. Et ça doit être rentabilisé. Et qu'est-ce qui fait rentabiliser la technique? Toutes ces infrastructures qui décident de l'argent, c'est le contenu. Donc moi, je pense que l'État, ou bien je ne sais pas si c'est TDS, ASA, devrait également mettre en place un volet accompagnement des producteurs pour qu'à la fois, au même moment, on travaille sur la qualité des infrastructures, qu'on travaille aussi à ce qu'il y ait une bonne qualité de contenu. Et là, je pense qu'en ce moment, on pourra avoir une télédiffusion de qualité et qui est rentable. Parce que les gens sont prêts à payer, peu importe le prix, on voit Canal, les gens payent pour avoir la qualité. Mais si la TNT va nous produire du contenu qui n'est pas de bonne qualité, alors là, je suis désolé, tout ce qu'on va faire va tourner en rond. C'était ça ma préoccupation. Merci. Je pense que tu as introduit le deuxième panel. Hein? Tu es en train d'annoncer que le deuxième panel doit être très important. Les contenus, les consommations, les usages, hein, ça c'est en deuxième. Reste tranquille et on va écouter ça en deuxième partie. Alors, on a une autre intervention ici. Et après, je vais demander au directeur général de TDA de nous dire par rapport à la broadcast hein, TV, est-ce qu'il a des compléments à nous faire? Voilà. Et après, on n'a pas oublié David, on n'a pas oublié Marc. On attend toujours la technique. Oui, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci, je suis Mfa Ousmane Kamara, conseiller technique du ministre de l'Information de la République de Guinée. Si vous pouvez vous lever, je pense qu'il y a un tonton là qui vous cherchait. Parfait. Donc, je disais que je suis Mfa Ousmane Kamara, conseiller technique du ministre de l'Information et de la Communication de la République de Guinée.
Je voudrais soulever une petite question. Vous savez, il y a un peu plus de 15 ans en arrière, le débat que nous faisons aujourd'hui se faisait autour d'une autre question. Lorsque des opérateurs d'infrastructures ont commencé à faire de la banque, je ne vais pas les nommer, vous allez comprendre. À l'époque, j'étais régulateur télécom, nous avons bataillé pour dire que ce n'est pas parce qu'on fabrique des bistouris électroniques qu'on va faire de la chirurgie. C'était très rude. Mais aujourd'hui, le fabricant de bistouris fait de la chirurgie. C'est ce qui risque de nous arriver en audiovisuel. Nous passons beaucoup de temps à débattre, à réfléchir sur la réglementation. Mais en attendant, des opérateurs sont mus par la volonté, par les attentes des consommateurs. Et ils vont plus vite. Si bien que la régulation est toujours après coup. Et ça ne devrait pas nous arriver en audiovisuel puisque nous avons vécu tous des expériences dans un passé récent. Pourquoi on va attendre que tous les acteurs télévisuels, même si les directives de l'UIT pendant longtemps ont recommandé que les métiers soient séparés et que chacun se concentre sur son métier, mais on risque de voir des multiplexeurs faire des contenus, des télédiffuseurs faire des contenus. Il faut qu'on se réveille et que les organes dans nos pays qui s'occupent de réglementation anticipent comme le font les opérateurs à tous les niveaux. Merci. Merci, M. Camara. Il faut qu'on se réveille. Je pense que Bellettre l'a dit il nous l'a rappelé par la chanson aussi de Bob Marley, n'est-ce pas, pendant son speak note ici. Alors, je vais passer la parole au directeur pour nous dire encore quelques mots par rapport à la TV Broadcast, avant de revenir à, s'il vous plaît, préparer la présentation de Marc, puis celle de David, et on va terminer par la démonstration du professeur. Oui, vous avez la parole. Bon, pour les questions, je pense qu'ils sont tous focalisés sur le même point, sur le même axe. Ce sont des questions complémentaires par rapport à l'écosystème de l'audiovisuel. D'accord. Donc, l'écosystème, il se base sur l'économie du pays ou l'économie de la région. Pour faire un contenu attractif, un contenu mis à la disposition de télédiffuseur qui peut négocier sa diffusion avec d'autres opérateurs de télécom. Donc ça passe sur tout ce qui est publicité, les revenus de la publicité segmentée, la publicité directe et ça c'est lié directement à la santé économique du pays. Donc par exemple pour l'Algérie, donc le modèle de business, donc presque c'est pour le public, il n'y a pas de modèle de business pour avoir un revenu. Chaque télédiffuseur, il dispose son flux TS, transport stream, de contenu public généralement. Et il y a d'autres chaînes de droit privé et de droit international. Donc, ils peuvent être récupérés par les plateformes OTT des opérateurs de télécom. Si on parle de la future technologie 5G Broadcast, le point fort, c'est que de pouvoir réceptionner le contenu audiovisuel sans connexion Internet. Donc, c'est similaire à la TNT. Elle vient pour complémenter la diffusion TNT, donc pour assurer une réception mobile, outdoor. Et c'est complémentaire à la 5G mobile, même à la 4G. Actuellement, par exemple, les télédiffuseurs, avec l'apparition des solutions open source, donc il peut développer son interface, son data center, il peut développer ses applications, et ça, c'est une chose qu'on a fait déjà à TDA pour la radio, et on est en train de la faire pour la télévision. Et il peut intégrer des métadonnées pour même immigrer. Actuellement, le réseau de la TNT, pour un usager qui peut avoir une expérience comme si l'OTT et tout. Donc c'est simple à déployer. C'est des
c'est des API. Et en plus, avec l'avènement des Smart TV, c'est simple de télécharger en Play Store une application qui vous donne l'affichage de votre bouquet et même des liens pour qu'il vous oriente à d'autres plateformes OTT, d'autres serveurs. Donc c'est simple. Donc la 5G mobile et la 5G broadcast, c'est une chose complémentaire. On ne peut pas maintenir tous les, techniquement parlant, hein, on ne peut pas maintenir les contenus des chaînes nationales ou étrangères. Donc il n'y a que la voie réglementaire qui peut exiger aux opérateurs ou même aux chaînes de télévision de contracter avec le télédiffuseur national. Voilà. Techniquement parlant, c'est vaste, on peut faire tout. On peut envoyer le contenu sur différentes plateformes, on peut récupérer le contenu sur différentes plateformes, on peut faire de l'agrégation de contenu en impact d'âge, d'autres chaînes et tout. Donc le télédiffuseur doit s'investir sérieusement dans tout ce qui est data center, équipé par des applications, des origines serveurs, afin de profiter du débit de la 5G mobile. Puisqu'on peut diffuser sur la 5G mobile, reste la question de la consommation de data par nos utilisateurs, nos clients, par le téléspectateur qui est un peu élevé. Donc on peut faire des plateformes like YouTube, like Facebook, c'est facile à déployer, elle coûte pas cher, avec bien sûr une distribution soit en national, soit en international via des CDN déployés un peu partout. Donc les contraintes d'un télédiffuseur sont toujours physiques et techniques. Donc un pylône rouillé, une antenne désorientée, un problème d'énergie, donc c'est des problèmes habituels. Donc un télédiffuseur peut toujours assurer ses prestations généralement pour le service public. Mais on ne doit pas oublier ou négliger la partie, tout ce qui est Internet, parce que c'est l'avenir d'un broadcaster. Si on rate le virage de déploiement des plateformes interactives, interopérables, même il y a des solutions de l'interactivité sur la télévision directe. Donc il y a un Algérien qui a développé une solution via satellite, avec un démo qui a une voie de retour. Tu peux même voter dans des émissions directes avec des studios virtuels. C'est vraiment agréable. Donc, il essaye de la mettre en œuvre avec d'autres opérateurs européens. Il y a beaucoup de solutions avec tout ce qui est open source, avec l'informatique basée sur l'intelligence artificielle qui peut facilement générer un code source qui intègre une métadonnée, alors que à l'époque de l'HPBTV, c'était vraiment difficile. Vous développez un logiciel avec un serveur carrousel pour l'intégration et la synchronisation des données pour la diffusion sur les émetteurs, c'était un peu compliqué. L'intégration aussi, parce qu'il n'y avait pas à l'époque le Smart TV. Donc, on doit avoir un boîtier HBBTV dédié pour cette fonctionnalité. Et maintenant, c'est ouvert. Il y a les Smart TV, les smartphones, il y a les open source. Il n'y a que l'Afrique, elle est riche de matières grises, de l'ingénierie, de le savoir-faire. Donc, on remarque des actions comme l'Université du Sénégal qui est en train de développer, de faire quelque chose de numérisation très importante. Nous avons aussi en Algérie une université mathématique dédiée pour la numérisation du pays. C'est une autre coopération, peut-être on peut faire quelque chose de plus attractif. Voilà, donc généralement c'est ça ces questions. Donc un télédiffuseur, pour qu'il ait une puissance, donc il doit avoir la loi de son côté pour maintenir les contenus chez eux, donc l'interdiction de reprendre les contenus, de pirater les contenus. Et la deuxième des choses, tout ce qui est économie, donc un business plan qui doit être établi rapidement, un business model aussi qui doit être établi avec les chaînes privées. Et on sait bien que nos chaînes, ils sont pauvres, hein, ils ne peuvent pas payer leurs redevances, hein. C'est le modèle partout en Afrique. Donc parce que l'économie, le tissu économique, il est un peu sous le seuil exigé par ce écosystème. Donc c'est ça. Donc, merci beaucoup. Merci pour ces éléments d'information
Pape Cyril, c'est bon comme élément. Merci beaucoup, merci pour les contributions. Donc on voit ici la 5G Broadcast comme une complémentarité et peut-être une approche aussi de collaboration avec les acteurs actuels, une question de régulation pour éviter les conflits et permettre à chacun de pouvoir survivre dans le nouvel environnement et répondre aux différents besoins. Alors, la technique, est-ce qu'on est prêt pour Marc? La présentation de Marc, s'il vous plaît. Nous avons beaucoup de temps, hein, Monsieur Marc. Donc, on va vous donner, mon avion est ce soir on va vous donner 2 minutes, à c'est minuit, possible. donc j'ai encore beaucoup de temps, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. On peut donc lui donner, comme on a beaucoup de temps, on peut lui donner 2 à 3 minutes pour mieux gérer le temps. Pour éviter, oui, ah d'accord, ok, très bien, donc ça arrive. Voilà, très bien. Donc, lever comme ça, ce serait peut-être plus simple pour voir les slides. Je me rappelle plus très bien ce que j'avais fait. Donc oui, donc c'était pour représenter un petit peu le déploiement de la TNT au niveau mondial. Donc, comme vous pouvez voir, 90% de la population mondiale est couverte par la TNT. Donc, je pense que c'est quand même primordial de regarder un petit peu les différents formes de TNT qui sont déployés. Donc maintenant, on voit majoritairement du DVB-T2, notamment sur le continent africain. L'importance aussi de switcher de l'analogique et d'arrêter tous ces investissements sur une infrastructure, comme vous le disiez précédemment hier, obsolète, end of life. Donc l'arrivée de la 5G, donc je pense que M. Bestam, et puis on en reparlera, donc c'est aussi une opportunité. L'expérience, donc on en a parlé un petit peu, les meilleures qualités, et puis une souveraineté aussi des États sur la diffusion de leur contenu. Et avec les nouveaux formats. Donc bon, ça c'est des généralités. Je pense qu'on peut passer sur l'autre slide. Voilà. Donc ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, donc au niveau des têtes de réseau, au niveau de la compression, donc les codecs aussi évoluent. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, l'évolution de ces codecs donc, permet de cibler de plus en plus de terminaux. D'améliorer beaucoup plus aussi la qualité audio et forcément la vidéo. Donc aujourd'hui, on travaille sur un nouveau codec qui s'appelle VVC pour Versatile Video Codec, qui va nous permettre d'augmenter d'autant plus en fait la densité sur les équipements. Vous vous rappeliez à l'époque, il y avait beaucoup de serveurs. Aujourd'hui, dans un rack, on met une tête de réseau pour des centaines de chaînes. Donc c'est important de suivre ces codecs-là. Nous, on est bien sûr très au fait de tout ça et on intègre toutes ces technologies dans nos solutions pour qu'elles soient future-proof. Alors, donc on peut passer sur la slide suivante. Donc on a déjà testé le VVC, donc c'est déjà disponible. C'est pas encore très généralisé, mais en tout cas c'est déjà disponible chez nous. Donc ce que je voulais vous dire surtout par rapport à la session de ce matin, donc c'était qu'aujourd'hui en fait les têtes de réseau qui sont déployées sont compatibles aussi pour faire de l'OTT. Donc la possibilité d'enchaîner sur un service OTT est très rapide. Les encodeurs sont déjà présents. On préconise quand même de séparer un petit peu les deux services, mais c'est facilement exploitable et facile à mettre à disposition. Donc, chez Harmonic, on a la possibilité d'intégrer donc ces solutions on-prem, donc sur des serveurs physiques, mais également dans le cloud, puisque donc l'OTT passe par l'Internet, donc le cloud est assez bien prédisposé pour ça.
Mais pour moi, à mon sens, une bonne partie de l'OTT doit rester sur le territoire national au niveau de la tête de réseau avant de partir dans les couloirs de l'Internet. Nous aurons une session un peu plus tard avec notre ami de chez Nagra qui parlera aussi de la sécurité des contenus qui sont divisés en OTT. En tout cas, le passage vers le bas, vers l'OTT, on en parlait tout à l'heure, donc c'est une expérience qui est différente pour l'utilisateur. On va personnaliser son expérience. On ne va plus cibler une population, on va cibler personne par personne. D'où l'intérêt de la question, peut-être un petit peu en avance de phase par rapport aux sessions de ce matin, mais du monsieur de tout à l'heure par rapport à l'importance des contenus. Vous n'en avez peut-être pas forcément la possibilité de jouer dessus, mais l'importance du contenu est primordiale et de sélectionner justement les éditeurs pour le format OTT. Aujourd'hui, revenez en arrière, oui, c'est très bien celle-ci. Aujourd'hui, donc l'OTT, donc c'est, comme je disais, c'est complémentaire, mais c'est une source de revenus et c'est un déploiement qui est exponentiel. Worldwide, mais on peut le constater sur les chiffres, notamment sur les pays d'Afrique subsaharienne. Donc il y a des gros acteurs internationaux comme les Disney ou les Netflix, voilà. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure et comme vous disiez, hein, l'important c'est de créer une offre locale et qui vous permettra aussi de différencier votre service des autres acteurs. Et donc ça, c'est assez primordial de prendre en ligne de compte et de développer ces stratégies autour de ça. On peut avancer sur l'autre slide peut-être. Voilà. L'OTT, donc juste pour vous en parler, donc vous le disiez aussi, donc c'est aussi la possibilité de faire appel à l'intelligence artificielle dans l'OTT. On l'utilise déjà sans trop s'en douter, mais dans l'Internet, dans l'OTT, vous pourrez mettre, vous avez la possibilité donc de faire du targeted advertisement, donc c'est comme je disais, de cibler les pubs en fonction de la personne, en fonction aussi de sa géolocalisation, parce qu'avec l'OTT, vous vous ouvrez non simplement à la population locale, nationale, mais aussi à la diaspora. Donc en fonction de la géolocalisation aussi, les pubs pourront s'adapter et s'intègrent aussi dans le contenu. Donc c'est assez bluffant, mais les possibilités sont énormes. Du fait de la personnalisation, les revenus des publicités sont beaucoup plus importantes sur ce type de format, sur le format télévision. Votre synthèse, s'il vous plaît, pour nous permettre. La synthèse globale, pour terminer. J'ai bientôt fini, monsieur. L'autre aspect, donc, c'était le voice cloning, c'est aussi assez bluffant. Donc, c'est activable à la demande. C'est assez bluffant de voir les commentateurs traduire les contenus en direct. Donc, voilà, il y a énormément d'opportunités. Et la dernière slide. Donc c'est drivé, donc, comme je disais, par le mobile broadband. Donc on est sur une population ici qui est très jeune, qui est très équipée aussi en termes de smartphone. Il y a une très grande pénétration. Donc la présence est là. Une petite parenthèse, c'est vrai que souvent les opérateurs mobiles sont plutôt des concurrents des télédiffuseurs sur le segment vidéo. On a vu Orange lancer une offre télé dans son package Maxit récemment, et puis aussi MTN qui cherche aussi à lancer sa propre offre. Chez Harmonic, on a des solutions justement pour vous aider à déployer plus facilement l'Internet, notamment dans les zones rurales. On appelle cette technologie DOCSIS. Je ne vous en ai pas parlé, mais une activité d'Harmonic, c'est une activité de câble
Donc la technologie, par exemple, DOCSIS, en fait, vous permet en fait de tirer en fait de la fibre sans fil et d'amener en fait le signal Wi-Fi jusqu'à des antennes. On peut imaginer des émetteurs équipés d'antennes Wi-Fi qui permettront de couvrir une large zone et une très très grande population. Donc ces technologies en fait accompagnent le développement de la diffusion d'Internet pour des besoins d'éducation, mais aussi pour des besoins d'accès plus global à l'Internet. Donc c'est des choses aussi qu'on peut mettre en place de manière coordonnée pour assurer une plus grande diffusion de l'Internet et de la vidéo en OTT. Merci beaucoup. Merci. On peut applaudir à Monique. Alors, ils nous ont fait l'économie des différentes technologies. Je pense qu'ils peuvent mettre en place ce qui existe également avec les aspects liés aux ETT. Merci encore. On va switcher, aller directement chez David. Tu peux t'asseoir, hein, David, tu peux suivre directement là, à l'écran. D'accord. Merci. Alors, on te donne combien de minutes? 50? Comment 50 minutes, c'est bon? 50 minutes. Ou bien on divise par 10? Non, 10 minutes. Bon, Merci. faisons l'effort de 7. Merci beaucoup. C'est juste à cause du temps. On a le deuxième panel qu'il faut commencer aussi. Merci. Donc par contre, ce n'est pas la bonne présentation qui s'affiche. Donc en attendant que la présentation arrive, donc mon sujet va être la modernisation de la TNT, la riposte, un petit peu, et qui va s'articuler autour de 3 axes. Donc on a la régionalisation, localisation de contenu, la publicité ciblée sur la TNT, et enfin la convergence OTT broadcast avec le standard DVB-NIP. Next. Donc les contenus régionaux, bon, c'est des stades mondiaux, mais aujourd'hui on a plus de 50% des services DTT qui sont des chaînes locales ou régionales. J'ai vu par exemple pour l'Afrique, là on a un chiffre de 2000 langues en Afrique, donc c'est une grande opportunité pour la régionalisation. Et ça c'est un différenciateur par rapport aux autres réseaux. On ne peut pas le faire en DTH et c'est plus difficile en OTT sur des bouquets nationaux. Et cela doit être fait en SFN. Dès le départ, on doit intégrer le SFN, car aujourd'hui, les bandes 700 et 600 MHz sont progressivement récupérées par la téléphonie mobile. Donc, alors, bon, l'objectif, c'est simple, hein, c'est offrir des services différenciés, des chaînes nationales par région. Alors, les difficultés, c'est éviter la duplication des services nationaux, car si on est en SFN, la synchro SFN exige un flux par version de multiplex. Donc difficulté de limiter la bande passante, complexité, difficulté aussi de maintenir le SFN, car le contenu doit être inséré de la même façon dans tous les émetteurs de la zone SFN. Donc pas de remux local possible, par exemple. Donc, régionalisation, 2 alternatives. Régionalisation traditionnelle qui consomme de la bande passante. Pour chaque région, on achemine une fois les contenus nationaux et le contenu régional, par exemple pour la région 1. La même chose pour la région 2 et la région 3. Dans cet exemple, on monte 3 fois les contenus nationaux pour la régionalisation d'une chaîne sur 3 régions. Donc la solution, en DVB-T2, grâce à la technologie des PLP, qui est en fait comme un tuyau physique distinct, il est possible de rassembler les contenus nationaux dans un PLP et les régionaux dans un PLP chacun, mais dans le même flux T2MI. Ainsi, avec un adaptateur local sur chaque site, il est capable de rassembler les chaînes nationales avec la chaîne régionale dans chaque zone SFN. Et ainsi, on ne distribue qu'une seule fois les contenus nationaux. Donc ces contenus régionaux peuvent être distribués de la tête de réseau, mais également au pied de l'émetteur via une tête de réseau régionale ou locale. Alors, à l'extrême, avec cette solution, on peut obtenir le slide précédent, s'il vous plaît.
Voilà. À l'extrême, on peut obtenir même 2 niveaux de contenu régional et du local. Dans cet exemple, on a 2 régions, on a 10 chaînes nationales qui sont présentes sur tous les sites. 2 chaînes régionales distinctes, de la région 1 à la région 2, et une chaîne locale différente pour chaque émetteur. Et ici, si on a la même configuration de modulation des PLP, on peut être en SFN entre les PLP nationaux et régionaux. Donc c'est des exemples assez intéressants. Le SFN donc, est maintenu pour les contenus similaires. Alors, donc comme je disais, ce contenu local peut être généré depuis n'importe quel endroit. L'adaptateur SFN local va être installé uniquement là où il y en a besoin, en région ou localement. Ce système de remplacement de PLP est 100% conforme au standard DVB-T2. Et comme vous avez des adaptateurs sur chaque site, il est très facile d'installer des systèmes d'alerte d'urgence pour prévenir la population de problèmes, de catastrophes, etc. Donc, et cela peut être fait sur une régionalisation qui est complètement différente de la régionalisation des contenus, juste en assignant des identifiants pour chaque émetteur. Donc ça, c'est très important. C'est très intéressant d'avoir ces systèmes d'alerte où on va venir remplacer en fait toutes les chaînes du multiplex DVB-T2 par un contenu d'urgence. Ensuite, le deuxième point qui est intéressant d'apporter à la TNT, c'est la publicité régionale, locale. Donc ici, l'idée, c'est d'augmenter les revenus publicitaires grâce à la publicité ciblée. Donc on attire de nouvelles marques, des annonceurs régionaux, locaux. Donc vous multipliez les inventaires, donc vous multipliez les revenus publicitaires. L'idée est simple. Le deuxième avantage, c'est que vous augmentez l'engagement de l'audience grâce à cette segmentation. Alors comment ça marche? Donc on va définir un inventaire pour un site local ou une région entière en SFN, parce que cette solution marche en SFN. Les créatives et playlists, donc créatives ou spots ou publicitaires, comme vous voulez, peuvent être acheminées sur un réseau IP, une liaison VSAT ou à l'intérieur du flux directement. Par exemple, ici, c'est le satellite qui est utilisé pour la distribution via un service carrousel, par exemple. Donc, vous chargez les spots sur les inserteurs locaux qui peuvent être installés sur chaque émetteur. Et ainsi, ici, on a l'exemple région 1, région 2, région 3. Les publicités sont individualisées. Voilà, et tout ça peut se faire en SFN. Enfin, dernière technologie que je voulais aborder, qui est le DVB-NIP, convergence OTT broadcast, donc il y a la diffusion broadcast en IP natif, qui permet de converger l'OTT et le broadcast via un seul flux IP. On utilise ici les standards DVB-I, DVB-I, DVB-Dash, DVB-MABR, pour distribuer efficacement des hauts et services vers tous les appareils, TV de salon, mobile, tablette. Donc c'est un nouveau standard qui est assez récent du projet DVB, standardisé par l'ETSI. En quelques mots, l'idée centrale, c'est faire du broadcasting satellite ou terrestre en IP natif, en utilisant le transport MPEG-2 TS des flux traditionnels DVB. C'est pourquoi on peut véhiculer ce flux natif IP via le satellite ou, comme on va le voir, sur les réseaux TNT. Donc l'idée, c'est de diffuser du contenu OTT linéaire via les réseaux satellitaires et terrestres. On va pouvoir adresser les appareils multi-écrans, smartphones, tablettes, en plus des écrans traditionnels. Ainsi, on accroît la portée des services de télévision satellitaires ou terrestres et on permet une convergence. Donc on n'a plus qu'une seule tête de réseau qui sera une tête de réseau OTT pour adresser le réseau OTT si vous en avez un, ou le réseau terrestre. Alors, voici
Généralement, quand on parle du DVB-NIP aujourd'hui, le cas d'usage le plus populaire est sur le DTH. On l'appelle le DTH 2.0, mais il est aussi possible de le faire sur un réseau DVB-T2, comme on le voit sur ce schéma. Donc là, on a une tête de réseau OTT. Les flux OTT sont convertis en multicast, puis encapsulés dans du TS. Ensuite, on passe dans une passerelle DVB-T2 classique pour créer le flux T2MI, qui lui va jusqu'à l'émetteur. La diffusion se fait en DVB-T2 classique. On a une set-top qui, elle, va faire l'inverse, qui va désencapsuler les trames IP qui sont dans le TS. On a un cache MABR local qui va convertir le flux HLS- multicast en unicast, qui est compréhensible pour les tablettes, les mobiles, etc. Et ici, la TV classique peut être connectée en HDMI sur cette set-top box ou en Wi-Fi comme pour la tablette et les appareils mobiles. Donc résultat, vous avez une réduction de bande passante, vous avez la même qualité que l'OTT. Vous pouvez avoir plusieurs utilisateurs à la maison, une seule distribution est nécessaire, contrairement à l'OTT où chaque utilisateur va augmenter en bande passante, par l'utilisation du multicast. Donc on n'a pas de surcharge réseau pendant les pics, par exemple des matchs de foot, etc. Merci beaucoup. Donc, juste pour finir, il me reste un slide. Donc là, vous combinez les avantages du broadcast avec l'expérience utilisateur de l'OTT. Donc ça, c'est vraiment une technologie qui va permettre de moderniser la TNT. Également, lorsque vous avez ce système, la publicité ciblée est possible au niveau de la set-top box, donc au niveau du foyer même. Donc, aussi, le DVB-NIP peut être également utilisé pour alimenter des émetteurs 5G broadcast qui seraient situés dans des zones rurales d'activité. Donc ça, c'est une autre application également. Et un dernier mot bref sur une autre possibilité avec le 5G broadcast. On peut multiplexer ce 5G broadcast avec du DVB-T2, par exemple, ce qu'on appelle le time slicing, donc utiliser la même fréquence, la même infrastructure. Et ça, c'est des projets sur lesquels on travaille actuellement. Donc si on combine tous ces moyens avec les nouveaux moyens de compression audiovisuelle que Marc nous a présentés précédemment, il reste encore beaucoup de possibilités pour la TNT. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, en attendant peut-être une ou deux questions éventuelles qui peuvent venir de la salle par rapport à ces cours magistraux que nous avons pu suivre aussi en même temps et des informations utiles par rapport à ce qui se propose, je vais donc solliciter le recteur par rapport à la démonstration de tout à l'heure. Ok, donc, Régie. Bon, donc là, je simule donc le présentateur. Alors, donc, Régie. Voilà, donc je vais présenter. Donc, voilà comment donc, l'interactivité va se faire. Voilà. Voilà, donc vous voyez que donc là, il me voit en train de diffuser. Donc c'est moi le présentateur. Donc au niveau de régie, il est simple utilisateur. Et donc vous voyez que je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main, d'accord, qui a levé la main, qui dit qu'il veut intervenir. Donc aujourd'hui, vous pouvez l'utiliser jusqu'au 2 avril pour faire vos webinaires gratuitement, d'accord. Et après, donc là, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a levé la main et je vais accepter. C'est TDS qui a levé la main, donc c'est le monsieur de régie, je lui donne la main. Voilà, et il faudrait qu'il accepte. Ah oui, il faut... voilà, il a accepté. Voilà, et donc vous voyez que je suis en direct avec le téléspectateur. Il peut poser et interagir avec moi. Donc voilà en tout cas ce que nous sommes en train de faire. Et nous allons porter ça donc à la TNT et anticiper sur le 5G broadcast, en tout cas au Sénégal. Merci. Je
pense que l'Afrique s'est positionnée pour la TV interactive, n'est-ce pas? Hein? Donc déjà, merci, recteur. On va faire peut-être juste donner la parole à M. Oumar Ndiaye, compte tenu du temps, s'il a un dernier mot par rapport à tout ce qu'on a dit ce matin, et éventuellement une ou deux mots-clés qu'on peut retenir aussi des autres participants. Oumar Ndiaye, est-ce que tu as des compléments? Qu'est-ce qu'on peut retenir de la journée? Merci, professeur Cora. Donc, je pense qu'on a fait le tour de la question. Les panélistes ont eu à donner leur point de vue par rapport à ce que j'ai retenu. Hein, c'est vraiment, ça tourne autour des contenus. Il y a un intervenant qui l'a rappelé. L'infrastructure, c'est important de le maîtriser, mais aussi le combat, c'est les contenus. Et côté radiodiffuseur ou télédiffuseur plutôt africain, je pense que le combat se trouve à ce niveau. Il va falloir mettre à niveau les contenus, les multiplier, hein, et surtout que ce soit des contenus de bonne qualité. C'est ça, parce que l'utilisateur final, c'est ce qu'il cherche. Je pense qu'il est important qu'à ce niveau. Et puisque tout à l'heure, on a parlé de mutualisation, je pense qu'à ce niveau aussi, il y a des choses à faire. Et on m'avait annoncé tout à l'heure qu'au niveau de l'UAR, il y a une plateforme qui est disponible où, pour l'instant, c'est les éditeurs qui vont mettre des contenus, mais cette plateforme n'est pas vraiment opérationnelle. Mais je pense que c'est un premier pas. Merci. Merci beaucoup. Le directeur général, vous avez 2 mots-clés à nous faire retenir pour ce matin? Donc, tout d'abord... 2 mots-clés, hein, seulement. C'est rapide, c'est rapide. Oui. Je tiens à remercier Madame la directrice générale pour cette occasion. Donc, je suis à peu près tous les plénières. Le niveau, il est vraiment élevé. Les réflexions, la maîtrise, donc, elle est clairement... c'est clair, donc voilà. Donc, pour le futur, on espère que nos confrères télédiffuseurs mènent des recommandations qui peuvent orienter à peu près la vision futuriste du broadcast en Afrique. Merci beaucoup. Merci. Oui, Marc? Juste pour finir, ouais, moi je dirais juste continuer de former les ingénieurs de demain, parce que la télévision de demain aura besoin de ces ingénieurs. Ouais. Et vous avez de très belles universités, très belles personnes, donc il faut continuer à former les ingénieurs de demain, parce que l'OTT c'est aussi plus IT que broadcast, donc il y a aussi cette transition à faire, donc il faudra avoir des bonnes personnes, des femmes et des hommes. Merci. Bon, moi, tu vas parler 2 fois. C'est bon? Oui. Non, mais dis encore un mot. Merci, hein? Professeur Cora. Donc, je rebondis. Exactement. Voilà, étant d'une structure de formation, je pense qu'effectivement, il y a un défi à relever et qu'aujourd'hui, la formation est très importante dans ce domaine-là. La technologie évolue très rapidement et je pense que nous, les centres de formation, les universités, les écoles, nous devons, en synergie avec les acteurs, notamment les diffuseurs, mettre en place des programmes qui puissent à la formation et la mise à niveau aussi. Ce n'est pas seulement former de nouveaux ingénieurs et techniciens, il y a ceux qui sont déjà sur le terrain, qui ont aussi besoin d'être formés sur ces technologies très innovantes. Merci. Merci, Oumar.